Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens, ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plus tout jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Breast cancer. Look around you. Il y a une scène dans Sex and the City qui m'a marquée. Samantha, l'une des héroïnes, prend la parole lors d'une levée de fonds pour soutenir les femmes atteintes de cancer. En plein discours, gênée par une bouffée de chaleur et la sueur qui perle sur son front, elle interrompt son pitch léthargique et reprend les choses en main. Oh, fuck it, she's me. And if any of you are having hot flashes like I am, you deserve a fucking medal. Elle enlève sa perruque pour révéler son crâne rasé. Ce geste provoque un élan de solidarité immédiat. D'autres femmes dans la salle retirent aussi leurs perruques. Pourquoi je vous parle de cette scène ? Parce que l'invitée d'aujourd'hui incarne elle aussi cette parole courageuse, celle qui libère, qui fait du bien, à dire et à entendre. Elle repousse les limites de ce qu'on ose exprimer. Je reçois Solveig Le Pichon. Elle va nous parler de son parcours d'avocate internationale, de ses maternités, du cancer et surtout de ce message essentiel. Non, nous ne sommes pas condamnés à souffrir en silence. Bonjour Solveig. Bonjour Octavia. Pour commencer, je propose qu'on parle un petit peu de ton parcours professionnel. Toi, tu as fait de brillantes études à Henri IV et puis tu as fait une double maîtrise en droit français et en anglais avant d'intégrer l'un des plus grands cabinets d'avocats anglais au monde en fusion-acquisition. Déjà, ça pose un peu le personnage. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblait ton quotidien dans ce milieu exigeant ? C'était quoi les rythmes, les codes, les attentes ? Donc c'était pas comme Samantha, même si je travaillais pour des clients qui étaient des fonds d'investissement, donc il y avait des levées de fonds. Donc merci. En tout cas, j'ai trouvé la scène que tu as prise très rigolote. Donc c'est merci. Moi, j'ai commencé donc assez jeune, voilà, après des études en Angleterre et puis en France, dans un gros cabinet anglais, effectivement. Juste après mes études, alors on faisait des horaires de dingue. Tous dans la pyramide, en fait, on avait tous ces horaires-là, certains encore plus que d'autres, parce qu'il y a un paquet de workaholics, tu vois, dont je faisais partie, tu vois, dans ce type de structure. Okay. On commençait pas trop tôt le matin, en fait. Les avocats sont pas des lève-tôt, sont vraiment des couches tard et pas des lève-tôt, donc vers 10h du matin. Mais ensuite, après, on travaillait au moins, je sais pas, souvent 70 heures ou plus. Oh là là, ouais. Et puis beaucoup, donc il y avait aussi des nuits blanches, beaucoup de boulot aussi les week-ends, donc c'était vraiment extrêmement prenant, avec beaucoup de pression, beaucoup de stress, et puis on va dire un management avec des gens qui sont ce qu'ils sont. On est dans la performance, la compétition, mais il y avait aussi une ambiance très déconne. D'accord. Parce que c'était aussi tout était fait, donc c'était vraiment très très malin, mais tout était fait aussi pour que on reste le plus longtemps possible au travail. Typiquement, en fait, les remarques qu'on recevait, tu vois, d'associés quand on partait à 8h, c'était attends, mais tu travailles à mi-temps? À 20h, quand tu partais, on 20h, oh là là. Okay. Donc 20h, c'était assez rare. C'est quand on avait plus grand chose à faire et que on avait fait un gros closing et qu'on était en train de faire, voilà, on était vraiment dans le creux de la vague. C'était plutôt les vacances. Donc il y avait quand même beaucoup de présentéisme. Ah oui, d'accord. Mais on s'amusait quand même beaucoup. Tout ça justement pour faire en sorte, tu vois, qu'on reste le plus longtemps possible. Et donc on s'amusait bien, tu vois, dans les couloirs, il y avait tout le temps beaucoup de blagues, aussi pour faire relâcher la pression. Ouais. Il y avait des sorties, des pots tous les mois, une grosse soirée l'été, à Noël, etc. Toujours sans conjoint. Oui, d'accord. Parce qu'on créait, en fait, tout était créé en fait pour qu'il y ait une bulle. Ouais. C'est intéressant ça quand même. Hein. Et du coup, dans ce milieu que tu nous décris, de grands avocats, voilà, de grands cabinets, etc. Comment, d'ailleurs, dès que
dès que t'es rentrée, dès que t'as intégré ces cabinets, comment la maternité, elle est perçue dans ce type d'environnement? Est-ce que t'avais un peu des modèles, des figures inspirantes ou pas d'ailleurs? Quel est le rapport à la famille, à la vie privée dans ce genre de lieu? Dans ce type de cabinet, alors après ça dépend des structures. Là où j'ai commencé, ce sont des métiers en tout cas où il y a beaucoup de femmes en avocate junior. D'accord. Et ensuite, plus on monte dans les échelons, et moins il y en a. Et typiquement, moi, dans ma spécialité, tu vois, en fusion-acquisition, dans le cabinet dans lequel j'étais au début, il y en avait aucune. Et dans le deuxième cabinet dans lequel j'ai été, là, qui était un cabinet plus français, il y en avait une. En fait, tout ça, c'est des non-dits. Mais enfin, en réalité, le métier, ce type de métier, correspond pas du tout à une vie de famille. Quand tu fais des nuits blanches, quand de toute façon, en fait, on dit les réunions avant 18h, c'est pas possible. Bah là, à peu près toutes les réunions étaient après 18h. Enfin, tu vois, c'était ou bien très tôt le matin, avec des négos qui duraient toute la nuit. Donc, et puis avec aucune possibilité de faire du télétravail. Enfin, tu vois, c'était, en tout cas à l'époque, c'était juste un impensé, mais comme dans beaucoup de métiers à cette époque-là. Et ensuite, en termes de mentalité. Rien n'était dit sur les femmes, bien évidemment. Sur le côté féminin, en fait, dans les cabinets, moi, le premier cabinet dans lequel j'étais, en fait, là, pour le coup, il y avait vraiment un même accès. Hommes-femmes, on était tous, tu vois, jeunes, traités, on était à la même enseigne. Ok. Donc, on travaillait tous comme des fous. On avait accès au même dossier. En revanche, il y avait quand même peu de femmes qui étaient mamans, si on parle, tu vois, de la maternité. On avait entendu parler, si tu veux, de femmes dans d'autres cabinets qui ont pu être virées en revenant de congé maternité. Virées ou mises au placard ou mises au placard, ouais, y a aussi etc. Ça. Ouais. Tu vois, t'as aussi ça. En réalité, il y a beaucoup de départs dans ce type de structure. Tu vois, en fait, t'as des paliers. Il y avait beaucoup de départs, on va dire, en gros, autour de 2, 5, 7 ans. Ouais. Et les femmes partaient souvent vers après 2 ou 5 ans d'expérience pour fonder une famille, pour avoir une vie beaucoup plus flexible, et souvent partaient plutôt en entreprise, tu vois. Okay. Et les hommes, eux, en revanche, partaient plutôt pour être associés dans un autre cabinet. Le rapport à la maternité était plus, ok, mais pas, chez nous. Mais pas ici. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais pas ici. C'est, voilà. Parce qu'il y avait quand même certaines femmes qui avaient des enfants. Et s'il y avait des rôles modèles et des femmes, en fait, qui étaient inspirantes, en réalité, du coup, c'était plutôt l'inverse. Et ça, je me souviens très bien qu'à un moment, en fait, donc j'étais jeune avocate et je partageais le bureau parce qu'en fait, on partage du bureau avec tu vois, avec des avocats dits seniors ou avec des associés de manière à se former. C'est très malin comme système. Ça marche beaucoup, tu vois. Et cette femme-là, que je juge absolument pas, mais c'est vrai que pour moi, en fait, en tant qu'avocate jeune, ça m'interpellait beaucoup. Tous les jours, elle appelait sa nounou pour parler avec son enfant et elle pleurait. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et moi, j'avais une peine incroyable, déjà de l'avoir pleuré. Oui. Tu vois. Et puis en même temps, je me dis, mais pourquoi elle s'inflige ça? Ouais, c'est vrai, quand même. Enfin, vu d'extérieur, ça pose la question de pourquoi tu pars pas, même si. Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas dans un cabinet si tu veux, devenir associé, mais tu vois, dans un cabinet qui te permet en fait d'être une mère, ou bien de changer de job. Mais c'est vrai que son ambition, c'était vraiment d'être avocate dans ce type de structure. Et voilà, et en fait, elle était prête à tout, et de sacrifier des choses, parce qu'ensuite après tu peux dire ok, mais très bien, tu vois, c'est chouette aussi d'avoir cette ambition-là, mais d'autres d'ailleurs l'assumaient plus. D'accord. Et donc il y avait un rapport en fait beaucoup plus distancié avec la maternité. Et ça c'était ok, mais voilà. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'était pas des figures inspirantes.
Non, mais c'est vrai que ça pose 1000 questions aussi, parce que on se dit, il faut aussi des femmes qui sont, enfin, si on veut un peu briser les plafonds de verre, encore que, est-ce que c'est faisable? Enfin bon, mais il faut aussi des femmes avec ces ambitions un peu fortes là pour pouvoir aller taper du poing. Mais au final, enfin. Bref, c'est un débat philosophique. Mais mais c'est un débat qui est très intéressant. Et qui est important, en réalité, parce qu'en fait, les entreprises sont quand même globalement, et on le voit dans le CAC 40, notamment, je crois, il y a 3 femmes dirigeantes d'entreprises du CAC 40, si je me trompe pas. Voilà. Les gens qui dirigent sont ceux qui prennent les décisions, donc tant que ce sont uniquement des hommes de 50 ans ou plus, blancs, voilà, ça veut dire que la diversité des possibilités de vie ne sont pas représentées. En fait, les problématiques de la plupart des gens ne sont pas représentées dans les entreprises, quoi. Et c'est vrai que ça pose 1000 questions. Alors du coup, revenons-en à toi. Quand tu es tombée enceinte de ton premier enfant, comment... Donc tu travaillais à ce moment-là justement en cabinet. Comment t'as vécu l'idée d'annoncer la nouvelle à ton entourage professionnel? Est-ce que t'as ressenti de la pression? À ce moment-là, j'étais en cabinet d'avocat, effectivement, et j'avais changé de cabinet. L'annonce, je m'en souviens vraiment pas beaucoup, voire pas du tout. En revanche, pression, oui, ça, sans doute. Et ce dont je me souviens, c'est que j'ai attendu pas mal pour l'annoncer. Je me demande si j'ai pas attendu 3 mois. Vraiment le max du max du max. Parce que ça commençait à se voir beaucoup. En tout cas, je l'avais beaucoup caché jusque-là. Comme toutes les femmes, en fait. Tu vois, tu mets des vêtements amples, tu changes ta garde-robe, hein, ça c'est sûr que voilà. J'avais dit que dans certaines structures, en fait, on se faisait virer, en fait, après retour de congé maternité. Et ça, j'avais pas peur de ça. Tu vois, tu me parlais de pression. Ouais. Je pense dans cette structure, c'était pas dans d'autres structures. Oui, je pense que j'aurais eu peur de ça. En revanche, dans ce type de milieu, alors peut-être pas tant en fait dans ce cabinet-là, mais c'était sur l'après. C'était de se dire comment je vais être traitée une fois que je serai avocate, maman et mère, sur le traitement, tu vois, est-ce que je vais me retrouver dans une voie de garage, est-ce qu'on va me donner des dossiers, quel type de dossier, quel type de client, comme placard. Quand tu dis voie de garage, c'est un peu le truc où on te met de côté. En fait, soit on te donne beaucoup moins de dossiers ou des clients beaucoup moins prestigieux, ou bien le type de dossier que tu as à traiter. Sont les dossiers qu'en gros pas grand monde veut faire parce que c'est beaucoup plus en fait dans le métier moi c'est ce qui me plaisait vachement, tu vois, d'avocate en fusion-acquisition, c'est que t'as beaucoup de négo et t'as beaucoup d'adrénaline, même si c'était très dur et tout ça, voilà, c'est un peu un show, quoi. Tu as mené ta grossesse à terme. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ton retour au bureau, justement, suite à cette première grossesse? Est-ce que tes craintes se sont confirmées? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes craintes, oui, c'est vrai qu'en fait, il y avait une différence entre avocate et mère. Donc j'ai dû me battre. Ouais, c'est vrai que ça a été plus un combat justement, et donc pour garder ma place. OK. T'as dû lutter quand même. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y avait une tendance naturelle à dire, voilà, maintenant que t'es mère, en fait, faut que tu prennes soin de toi. Bah oui. Tu vois, d'injonction. Oui, c'est ça. Tu n'es plus vraiment à ta place là dans un truc donc, de combat et d'adrénaline. C'était plus une injonction, tu vois, qu'une. Et pourtant, c'était tourné comme si. C'était pas vraiment pour prendre soin de toi. Oui, ça, c'était plus te dire. Voilà, merci de laisser la place. C'est ça. Et donc ça, on pourra parler éventuellement. Ouais, donc il y avait un collègue en particulier, voilà, qui était très fort en fait pour. Donc la première grossesse, en fait, c'était plutôt bien passé. Le congé maternité, ça avait été un enfer pour moi. OK. Parce que je m'ennuyais. Tu t'étais retrouvée seule à la maison avec le nouveau-né, enfin le bébé. Ah oui, et moi, en fait, j'étais pas très câblée bébé. Ouais. J'aimais beaucoup mon enfant, mais c'est vrai que je trouvais ça très ennuyeux. Et j'étais hyper contente de revenir au travail. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça aussi. C'est vrai. Il y en a beaucoup, ouais. Et ça, c'est vrai que en fait, c'est bien de l'assumer parce que
Parce que c'est vrai que voilà, en fait, on peut certaines personnes adorent les bébés, d'autres c'est beaucoup moins leur truc. Et puis en plus, il y a le côté extrêmement flippant quand t'es. C'est une toute petite vie fragile, toute seule. T'as pas de mode d'emploi. Ouais. Donc il y a le côté très excitant, merveilleux, et bien sûr que c'est merveilleux, et puis en même temps complètement flippant. Et puis il y avait une routine terrible. Enfin, en tout cas moi que je considérais comme terrible. Il y avait moins d'adrénaline. T'avais de l'adrénaline quand même, mais différente. C'est ça, exactement. Et ça c'était vraiment plutôt du cortisol, tu vois. C'était vraiment de la peur, du stress, vraiment le stress, tu vois. Puis avec des flashs, tu vois, dans ma tête, tu vois, quand je le portais, ça y est, je vais tomber. Phobie d'impulsion, ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de mères. C'était vraiment horrible. Ça m'arrivait mais tout le temps. Et puis ensuite, après aussi, en revenant au travail. Ce qui s'est passé, c'est que mon enfant, qui faisait très bien ses nuits, s'est remis en fait à dévisser. Moi, je pense qu'il m'en voulait. Mon mari n'est pas du tout d'accord en fait là-dessus. Ok. Parce que j'ai vu un changement, en tout cas, c'était ma perception d'un changement de comportement de mon bébé entre, tu vois, j'ai repris, il avait 3 mois et demi. Où d'une part en fait il y avait il faisait ses nuits, après il faisait plus ses nuits à nouveau, et puis 2, il me faisait la tête. Okay. Ça, j'ai vraiment senti comme ça, quand j'ai rentré, en fait, il tournait la tête. Et ça, c'était vraiment super dur. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Et par ailleurs, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait un postpartum. J'ai fait vraiment. D'où peut-être les phobies d'impulsion dont tu parles, non, les flashs et tout. En tout cas, c'est parfois associé aux dépressions postpartum. D'accord. Ah oui, peut-être. Tu vois. Et moi, je m'en rendais absolument pas compte. D'accord. Et celle qui s'en est rendue compte, c'est la pédiatre de mon fils. Ok. Qui, lors de visites de routine, parce qu'il y en a beaucoup en fait avec le nouveau-né, et qui un jour me dit ce qu'elle faisait pas, et qui me dit et madame, vous comment allez-vous? Donc elle avait bien senti. Moi, j'ai pas du tout compris de la question, si tu veux, qu'elle avait senti quoi que ce soit. Et donc je commence ma phrase en lui disant oui, moi ça va très bien. Voilà. Et alors... c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite après, voilà, elle était en bonne professionnelle. Elle m'a guidée vers d'un psychiatre. Et ça, en réalité, ça a été la cata. Parce que le psychiatre m'a mis sous antidépresseur. Donc, mesdames qui m'écoutaient, vraiment, faites attention à la personne, que vous voyez, et en fait, ayez confiance dans le traitement. Si on n'est pas sûr d'avoir un second avis, ça c'est vraiment important aussi. Ça, un de mes conseils. Merci beaucoup, Solveig. Alors du coup, pour poursuivre un peu dans ton histoire perso pro, t'as eu un deuxième enfant 3 ans plus tard. Une grossesse arrêtée à nouveau 3 ans plus tard. Donc, t'as quand même eu un parcours jalonné régulièrement de grossesse. À ce moment-là, tu travailles toujours en cabinet d'avocat. On va revenir justement sur la grossesse arrêtée, si tu le veux bien. Comment tu as vécu cette épreuve dans un contexte toujours très difficile, comme on l'a dit au début, de cabinet d'avocat international, fusion-acquisition, combat, la guerre, adrénaline, tout ça. Ça fait envie. Ça, je te remercie, Octavia, en fait, de me donner la possibilité de parler de ça, de ma grossesse arrêtée, parce que j'en ai jamais parlé. D'accord. J'en ai jamais parlé parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Et c'est effectivement, ça fait partie là, tu vois, de mes combats, petits combats à mon niveau, de libérer la parole sur tout un tas de sujets. J'ai été enceinte une 3e fois. On était absolument ravis. Comme j'avais pas eu de problème avec les 2 précédentes grossesses, on l'a annoncé très rapidement, au bout d'1 mois. Ok. À famille et belle famille. D'accord. Je projetais énormément, pour différentes raisons, à cette époque-là, sur cet enfant. Et un jour, en revenant de réunion avec une collègue, j'ai senti un liquide couler le long de ma jambe. Oula, ouais. Et donc c'était du sang qui coulait, et je m'en suis rendu compte très rapidement. Je ne l'ai pas dit à la collègue. Je suis partie vite. Et je l'ai jamais dit ni à cette collègue-là, ni à d'autres collègues. Et pourtant, j'avais des collègues vraiment très très proches. Parce que je ne l'avais pas dit non plus que j'étais enceinte à cette époque-là. Ah, ok. Jusqu'à très récemment, en fait, j'ai revu cette collègue. Et je lui ai dit, dans mon processus en fait actuel, tu vois, de libération de la parole. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ce sont des événements qui sont extrêmement traumatisants, à la fois physiquement, parce qu'on prend un cachet, mais ensuite après, voilà, il a fallu aller plus loin, et puis psychiquement.
bien évidemment. Ouais. Ça, donc c'est un deuil. Voilà, exactement. On vit un deuil. Deuil périnatal. C'est ça. Voilà. Hein. Ouais, on vit un deuil. Donc mon mari a été un soutien énorme. Ok. Mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et ça a changé après beaucoup de choses. Du coup, tu vois, j'ai changé de parcours professionnel. Enfin, j'ai quitté justement mon cabinet. Je pense que voilà, ça a été un déclic quelque part aussi, oui, voilà, cette souffrance, cette oui, parce que c'était quelque part en fait j'ai pas de troisième enfant, mais en fait je pars sur un nouveau départ, tu vois quand même. Donc tu vois quelque part en fait je veux recommencer quelque chose quoi. Ouais. Ça reste malgré tout, je pense, même si comme tu dis la parole s'est un peu libérée, ça reste des sujets quand même relativement tabous, notamment comme tu le mentionnes dans l'entreprise, puisque tant qu'on n'a pas parlé d'une grossesse, aller parler justement d'une grossesse arrêtée, ça semble aussi peut-être quelque part, enfin je sais pas, hein, mais une forme de je vous ai pas tout dit, donc enfin c'est pas, il y a pas un truc un peu ambivalent aussi vis-à-vis de ça. Oui, je pense, et c'est vrai que c'est peut-être la raison pour laquelle tu vois à l'époque. Et puis à l'époque j'étais aussi jeune, j'étais pas encore complètement, et tu vois, tu le disais en fait, j'ai eu plusieurs grossesses et pour lequel en fait il y avait eu un impact, tu vois, professionnel. Donc ah d'accord, ouais, quand même. Voilà. Donc 6 ans après, t'avais les conséquences quand même sur ton emploi de ces grossesses, etc. Ça allait mieux justement en fait, si tu veux. Les conséquences sur mon emploi étaient, il y a eu un creux énorme. D'accord. Entre 2008 et 2011. Okay. Ça commence à monter un petit peu 2011. Ensuite, après 2011, deuxième grossesse, là, recreux. Ah ouais. Que j'ai remonté, en fait, rapidement, mais c'est parce que j'avais aussi développé une résilience. Et aussi, j'avais fait des alliances en interne. Très important, ça les alliances, qui étaient absolument clés. D'accord. Et notamment avec une femme exceptionnelle, si elle nous écoute, c'est exactement voilà de qui je parle, et où on avait fait une alliance, et c'est ça en fait qui nous a permis aussi toutes les deux de nous aider. À titre personnel, mais enfin surtout en fait à titre professionnel, pour nous hisser toutes les deux professionnellement. Et donc en 2014 en fait tout ce travail, et donc j'avais créé aussi d'autres alliances avec tout un tas de gens, et donc j'allais avoir une promotion. D'accord. Que je crois j'ai eu l'année suivante ou quelque chose comme ça, et je suis partie juste après. Ok. Mais en fait c'est vrai que du coup cette grossesse arrivait dans cette, on va dire, dans ce flux ascendant, quoi, dans cette direction ascendante. Et voilà, et je l'ai pas dit parce que ça allait stopper ça en fait. Ça allait quand même bloquer l'ascension. C'est ça. Mais et donc quand ça s'est arrêté, je me suis dit, bon ok, très bien. Donc là, je sais pas, c'est peut-être un signe du destin. Voilà, ok, je continue sur cette pente là. Donc ok, j'ai ma promotion, mais de toute façon, tout ça, c'est pas pour moi, donc je pars. Et puis c'est un peu aussi un pied de nez, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est toujours un pied de nez quand ça se passe comme ça. Finalement, c'est aussi une reprise en main de son propre. Oui, et ça, en fait, pour destin. les femmes, c'est vraiment extrêmement important. C'est de toute cette idée de pas d'essayer d'être acteur. En tout cas, le plus possible, d'essayer de reprendre le contrôle, même si je reviendrai en fait un moment sur ces histoires de contrôle, parce que bon, moi je suis plutôt tendance perfectionniste, donc ça c'est des sujets. On peut pas non plus tout contrôler. Mais... Voilà, mais oui, non, et ça c'est important. Donc on peut pas tout contrôler, et ça c'est important de l'accepter. On a du mal à l'accepter. Enfin, en tout cas, moi j'ai. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler, et les choses en fait qu'on peut contrôler, en fait, c'est important justement de devenir acteur de ça. Ouais. Et donc de développer des ressources en soi. Et en fait, et de développer des ressources en fait avec les autres, donc de mailler, et d'où l'importance des alliances, des communautés, d'entraide en fait, qui permettent tout ça. C'est passionnant. Il me semble que, enfin, pour faire une petite parenthèse sur les alliances dont tu parles, je crois que c'était des femmes qui travaillaient pour le cabinet d'Obama. D'accord. Qui avait fait ça aussi, qui s'étaient, alors je sais pas combien elles étaient, peut-être 5, 6, et elles s'étaient alliées en fait pour se soutenir les unes les autres face à d'autres, notamment hommes, qui essayaient de grappiller des choses, de gravir des échelons et tout, et elles ont réussi à imposer leur style quand même.
Oui. en faisant ça. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est des choses. Alors moi, ce qui est important, c'est d'avoir des alliances. C'est d'avoir des alliances. C'est vrai que souvent, en tant que femme, on trouve plus facilement des alliances avec des femmes, mais des alliances avec des hommes également ça peut être sont tout aussi extrêmement, bien sûr, importantes. Et au contraire, parce qu'on peut jamais faire sans les hommes, il faut faire avec. On a besoin tous les uns des autres, et ça permet en fait de justement de remonter beaucoup plus rapidement, parce que c'est plus haut parfois. Et plus haut parfois parce que c'est plus inclusif. Bien sûr. Tu vois. Et chacun y trouve son compte, et voilà. Et ce côté essayer de dépasser le plafond de verre, en fait, ça c'est avec les hommes aussi. Bien Donc sûr. on a besoin de créer des alliances avec les hommes, c'est extrêmement important. Merci de le rappeler, Solveig. Du coup, toi, au travail, tu m'as dit ça quand on préparait l'échange. Ouais. Tu as eu des remarques une fois que t'as eu tes 2 enfants, du style, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il faut que tu lèves le pied maintenant que tu es mère. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre des remarques comme ça? Moi, j'étais furieuse. J'étais furieuse, frustrée. Ça venait d'un collègue qui, s'il entend ce podcast, saura que c'est lui également, mais c'est une remarque complètement sexiste, complètement sexiste, et que que j'avais bien compris comme tel, sous un couvert de je dis ça pour ton bien. Donc il y avait à la fois le côté sexisme, et puis sous une tonalité extrêmement fallacieuse, trompeuse, qui était encore plus moi je trouvais ça extrêmement méprisant, tu vois, vraiment. Donc j'étais absolument furieuse, et donc je lui ai dit, parce que ce type de remarque, en fait, j'en ai eu quand même plusieurs fois de ce collègue-là. D'accord. Et puis ensuite, après, ça pouvait être un peu plus insidieux. Ouais. Sous un vernis de bienveillance, comme tu dis. C'est ça qui est Oui, insidieux, toujours. c'est que tu peux pas réagir vraiment, parce qu'en plus c'est présenté comme une gentillesse. Oui. Alors que ça l'est pas. Voilà. Et donc ma réaction était du même acabit. C'était de dire, je te remercie pour ta bienveillance et de penser à moi. Je suis ravie. Merci. Cela étant, c'est pas du tout mon objectif. Je suis ravie, en tant de mon métier d'avocate en fusion-acquisition. Et donc c'est ce que je veux continuer, et je pense que je vais réussir à m'organiser comme les hommes qui sont papas. Tu m'as dit que le rôle de ton mari a été déterminant pendant toute cette période qu'on vient de décrire, de grossesse arrêtée, d'un emploi quand même prenant, etc. En quoi, justement, le soutien de ton mari a été essentiel pendant cette période? Avec mon mari, on est vraiment une team, et je voudrais lui rendre hommage. Ça va faire 26 ans qu'on est ensemble, et là on fête nos 20 ans de mariage. Incroyable. Et malgré tout ça, le rythme de fou en tant qu'avocate, j'ai été avocate pendant 14 ans. Il a toujours été là. Alors lui est pas du tout avocat. Ok. Et ce rythme-là, il l'acceptait pas. Enfin, il le comprenait pas. Donc c'était pas du tout dans son modèle. Et malgré tout, il est resté, et il l'a accepté parce que c'était important pour moi à cette époque-là. Toutes les difficultés, en fait, que j'ai pu avoir, il a toujours été là. Donc il a été d'un soutien moral exceptionnel. Et ensuite sur les sujets de maternité, ça a été un soutien logistique, bien évidemment, comme on est deux dans le couple, mais aussi lui un bien meilleur papa pour nos enfants petits que moi. J'étais une bonne mère, je mets des guillemets, en fait, on le voit pas, c'est à la radio, mais avocate, je rentrais à 20h minimum, et ensuite après j'ai été responsable juridique dans différents gros groupes pendant 5-6 ans, et là pareil, en fait, je rentrais tard aussi. Il était rare que je dîne avec mes enfants. D'accord, effectivement. Je les voyais le week-end, et les enfants petits, c'était mon mari qui
je jouais avec mes enfants, mais lui, je les voyais plus, il jouait plus avec eux. Tous les dimanches matins, il les emmenait au musée pendant que moi je dormais. Il a été un père présent. Oui, un père beaucoup plus présent que, en tout cas petit, pour les enfants petits, que moi je n'étais présente. Et quand les enfants étaient petits et qu'ils se faisaient mal, ils appelaient plutôt papa que maman. Et alors c'est intéressant. Ouais, moi je trouve ça trop cool, hein, perso. Ouais, mais c'est complètement inhabituel, mais inhabituel parce que la société, en fait, on dit toujours, c'est la mère, etc. Oui. Et pourquoi pas le père? Et pourquoi pas? Bah ouais. Non mais complètement. Et ça, on était vraiment beaucoup là-dedans. Et en même temps, avec les injonctions de la société et puis moi, en fait, ce côté aussi perfectionniste, ça me fendait le cœur. C'est-à-dire que j'avais à la fois une blessure d'ego. Ouais. Et puis une blessure vraiment, tu vois, personnelle forte de mais en fait c'est là où je me rendais compte à quel point en fait peut-être voilà j'étais une mauvaise mère et je l'assumais pas en fait. Donc ça me faisait du mal en fait quand mes enfants quand je me rendais compte que mes enfants petits étaient plus proches de leur papa, et c'était bien normal, ils le voyaient plus, ils créaient beaucoup plus de liens. C'est vrai que c'est un schéma qui est moins traditionnel, et en même temps c'est un schéma qui est important parce que voilà. Essentiel. Et pourquoi pas. Essentiel, et j'espère que dans les années à venir, ça va être de plus en plus comme ça que ça va fonctionner dans les couples, quoi. Mais tu poses une question intéressante aussi dans ce que tu dis. Finalement, est-ce que en tant que mère, si on n'est pas la number one, est-ce que ça veut dire qu'on est une mauvaise mère? Alors ça c'est une question qui est passionnante. Ouais. Et c'est pas du tout le cas en fait en réalité. Ah bah non, tu vois. On est d'accord. Voilà. mais ça c'était ce côté en fait, tu vois, que j'ai et sur lequel tu vois on pourrait y revenir, mais justement où d'accepter ça. Tu vois, accepter qu'on est la number two. Parce que la société fait que la mère est censée être la number one et le père le number two. Voilà. De toute façon, tout est créé pour ça. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est insensé. C'est insensé. Enfin, je veux dire, en même temps, voilà, ce sont des constructions sociétales, ce sont des constructions anthropologiques, tu vois, depuis des siècles, mais sinon, qui correspondent à rien sauf voilà à des choix en fait, tu vois, d'individus. Alors certes si c'est par choix, ok, très bien, oui c'est ça, mais voilà, il faut que ce soit un choix de dire ok, je veux être la number one, je mets tout pour être la number one, et donc voilà, donc je rentre plus tôt, je donne le bain, je fais des dîners, et puis si on fait pas ça, c'est parce qu'on l'a choisi, comme moi je l'avais choisi, et donc dans ce cas-là en fait il faut assumer d'être la number two, ce que je n'assumais pas à l'époque. Ouais, donc c'était quand même une souffrance quelque part aussi de... Ouais. Quelque part, voilà. Ouais. Et donc c'est là où je et aussi parce que c'était une souffrance parce que j'avais pas assez fait de travail sur moi, tu vois, sur ce que je voulais, qui j'étais peut-être pas complètement au clair. Oui, donc, et puis je dirais parce que c'est vrai que souvent on a tendance à justifier nos propres problématiques, mais c'est aussi un truc de société, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire que c'est une injonction globale faite aux femmes, c'est-à-dire que si tu es mère, tu dois être la number one. Donc si tu n'es pas la number one, alors ça sous-entend que tu es probablement une mauvaise mère. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là que forcément t'intériorises. Et finalement, oui, maintenant, je pense qu'on commence à commencer à ouvrir un peu quelque chose là-dedans. Mais enfin... Oui, et en fait, et là où ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, pour aller plus loin, tu vois, moi je parlais de number two, mais effectivement, se dire que si on est la number two, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise mère. Ben non. Au contraire, en plus, puisqu'on confie ses enfants à un papa génial qui sait très bien s'en occuper, on sait qu'ils sont bien. Et nous, on ramène aussi l'argent pour, enfin, ça compte aussi. Enfin, en vrai, ça veut pas dire du tout qu'on est une mauvaise mère, même au contraire, quoi. Oui, en fait, parce que c'est des choix de couple, et ça. donc, ou bien ensuite après, souvent, ce qui peut être les cas aussi, ça peut être des choix en fait selon les périodes de la vie. C'est-à-dire que tu te retrouves number one à un moment, number two à un autre moment, number one à nouveau, tu vois, en fonction du parcours professionnel, tu vois, de chacun dans le couple. Bien sûr, ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, ce continuum, et pas de voir ça de manière, en fait, hyper figée, est vraiment important. Et ensuite, ce que je trouve, en fait, par rapport à ce que je trouve aussi
difficile aussi pour les hommes, tu vois, si on prend le point de vue en fait des hommes, c'est de se dire en fait la société donc dit ok, donc, injonction pour la mère, tu vois, d'être la number one, donc il faut qu'on ait, sinon on est une mauvaise mère. Et puis quelque part aussi l'injonction pour les hommes, c'est ouais mais de toute façon tu seras toujours number two parce que la number one en fait c'est la mère. Et ça c'est vachement douloureux aussi pour un père parce que tu te dis bah non, moi, mes enfants, c'est vachement important. Moi, j'aime bien passer du temps avec nos enfants. J'ai pas forcément envie d'être le workaholic, à rester au bureau, tu vois, tout le temps. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai pas droit à ça? Et c'est vrai que ça, je sais que mon mari, en fait, m'a souvent dit ça, que quand lui, en fait, prenait une place, et alors je vais donner un exemple parce que c'est vrai que c'était assez marquant. Donc, je venais d'accoucher de mon premier enfant. Et mon mari en fait tenait à aller, c'était un rendez-vous, tu vois, avec les mères qui venaient d'accoucher pour avoir les conseils sur les premiers soins, etc. Et mon mari avait tenu à y aller. Trop bien. Et moi j'étais restée avec notre bébé. Ouais, mais en fait il m'a dit qu'il n'avait pas bien été accepté. Ah tiens. Parce que lui voyait ça, si tu veux, comme un gynécée de femme qui était qui le regardait qui voulait être entre elles quelque part, qui voulait être entre pas à l'aise voilà. Donc il s'était pas senti à l'aise, enfin il s'était pas senti inclus, tu vois, du tout. Et donc il avait trouvé ça vraiment dommage et peut-être en fait il l'avait un petit peu mal vécu. Moi j'ai essayé de lui dire que peut-être, alors effectivement, ça pouvait peut-être être ça, j'y étais pas, donc je pouvais pas dire. Qu'ensuite, il y avait peut-être une autre explication qui était que les femmes qui viennent d'accoucher sont, enfin, tu vois, c'est pas comme, t'es pas à ton prime, en fait, hein, comme disent les jeunes. Oui, non, mais c'est sûr, c'est donc, pas. T'as peut-être pas envie, si tu veux, de voir, voilà, un homme où, voilà, on a toujours, tu vois, ce regard de la société où toi, t'es face à un homme, en fait, il faut être, bien sapé, maquillé, etc. Donc là, voilà, elle l'était pas du tout. Et donc, c'était peut-être plus une gêne. Oui, elle de leur part, plus qu'une, tu vois, un rejet en fait d'un élément masculin. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, son ressenti, ça avait été ça. Lui s'était senti en fait peut-être pas rejeté, en tout cas pas tout à fait accepté. Ouais. Mais c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'effectivement les structures aussi un peu de la société telle qu'elle est faite actuellement et voilà, il y a 10-20 ans, font que aussi en fait on est obligé de suivre certains rôles parce que sinon sur un moment ça se passe mal. De toute façon, le congé paternité actuellement c'est 30 jours, je crois, un mois, enfin oui, ça a été allongé il y a pas peu de temps, de 11 jours, et c'est passé. Un mois, donc 11 jours, alors là, c'était, enfin, pardon, mais ridicule. Bon, 30 jours, enfin, un mois, on se dit que c'est pas non plus suffisant. En fait, c'est pas autant que la mère. Donc, encore une fois, ils sont invités à retourner bosser. Messieurs, s'il vous plaît, ramenez l'argent. Et mesdames, occupez-vous des enfants. Enfin, voilà. Et donc, il y a des rails quand même qui sont un peu là et qu'on est invité à suivre. En tout cas, si on veut pas avoir trop de difficultés derrière. Et c'est vrai que tu vois, moi je suis moitié norvégienne. Et dans la culture nordique, en fait, il y a beaucoup plus de partage. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique, tu vois, qu'on a que ton couple aussi soit un petit peu plus moderne. Voilà, on est moins dans des schémas. Et typiquement, en fait, le congé maternité peut être splitté. Le congé maternité, déjà là-bas, c'est 1 an. C'est énorme. Mais il y a beaucoup plus de partage. Donc ils ont un congé paternité qui est beaucoup plus long et qui est pratiquement obligatoire et où on peut utiliser du temps pour avoir un peu du temps, je crois, du congé maternité pour le mettre sur le père. Enfin bon, bref, tu peux répartir entre les parents. En fait, je crois, non, c'est pas un système un peu de congé parental à répartir. C'est ça. Ça c'est top. Ça c'est top. C'est vachement intéressant. Parce que même pour les employeurs et tout, qui que t'embauche, tu sais pas si peut-être il y aura un congé parental à un moment. Voilà, point. Et mais c'est vrai que c'est des solutions qui semblent pourtant assez claires. Pour en revenir à toi justement, autour de tes 40 ans. T'as fait face à une épreuve majeure. On t'a annoncé un cancer. Comment est-ce que tu as appris cette nouvelle et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce moment ? Le cancer, ça avait été quelque chose d'extrêmement sournois et ça explique ensuite la réaction en fait à l'annonce. J'ai eu pendant 8 mois des démangeaisons qui ont été progressives jusqu'à devenir
constante. Donc matin et soir et nuit sur tout le corps. L'horreur totale, quoi. C'était vraiment un enfer. Ouais. Ça a été vraiment un enfer, et avec en plus une errance médicale parce que les médecins s'étaient mis sur la piste de la gale, et j'ai fait différents traitements, ce qui a en plus augmenté mes démangeaisons parce que je pouvais plus rien me mettre, j'avais la peau à vif, enfin, bon, c'était absolument infernal. D'accord. Et donc je vivais vraiment une période extrêmement difficile. Donc c'était vraiment un enfer. Puis en plus au boulot j'avais j'avais un gros poste, lancement d'activité, lancement d'équipe, plutôt construction d'équipe. Ouais, donc le combo infernal. Ouais. Et donc pendant toute cette période-là, c'était affreux parce que j'étais sous somnifère, parce que j'arrivais pas à dormir à cause de mes démangeaisons, et ça marchait pas. Parce que ça marche en fait que si on se démange pas. Or ça me démangeait tout le temps, donc je dormais peu, je maigrissais à vue d'œil, ce qui faisait aussi partie de mon cancer. D'accord. Et donc en réalité, quand il a été découvert, le cancer, grâce à une de mes amies, médecin gynécologue que je remercie, mais tant et tant, ça a été à la fois un énorme choc, bien sûr. On imagine. Bien sûr, un énorme choc et un soulagement incroyable. Parce que dans mon errance médicale, les médecins, au bout de 6 mois à peu près, 5-6 mois, m'ont dit que c'était dans ma tête. Comme les traitements contre la gale ne marchaient pas, c'était dans ma tête. J'étais trop cortiquée, disait-il. Soi-disant, en fait, c'était sous forme de compliment, m'avait-il expliqué. J'étais une intellectuelle, et donc voilà, je réfléchissais trop, quoi. Oui, et puis quand on réfléchit trop, du coup, on a des démangeaisons qui sont insupportables, c'est bien connu. Du coup, voilà, on s'inflige des choses à son corps. Tout seul. Mais ça avait été quand même extrêmement dur, parce que quand ils m'ont dit ça, si tu veux, moi je me suis dit, c'était en janvier 2019, je me suis dit, moi, je suis folle alliée. On ne t'a pas cru, quoi. On n'a pas cru ta souffrance, non, ta parole. j'ai pas été entendue. Ouais. Non, vraiment, j'ai pas été entendue, d'autant que ce que je leur exprimais, c'était en fait les différents symptômes que j'avais, et qui cochaient toutes les cases du cancer que j'avais. Et donc, je me sentais vraiment folle alliée. Mais l'annonce, voilà. Donc, l'annonce a été tout de même, dans ce contexte-là, a été un soulagement, parce que du coup, je pouvais me mettre en mode combat. Au moins, je savais. Ouais. J'avais un ennemi. Je savais quel ennemi. J'avais un traitement. J'avais demandé un deuxième avis. Et donc, ensuite, voilà, on se met en mode, on met son petit parage, c'est parti. Et on y va. Là encore, vie professionnelle, c'est aussi un peu notre fil rouge aujourd'hui. Comment ça s'est passé dans ta vie professionnelle, donc face au combat aussi contre ce cancer? Est-ce que tu as eu du soutien dans ton boulot? Et j'ai fait du coup ce que je n'avais pas fait pour ma grossesse arrêtée, j'en ai parlé. Tout de suite? J'en ai parlé tout de suite. Ah ouais? Ouais, j'en ai parlé tout de suite. Super. Ça avait été... Oui, mais en fait, à l'époque, tu vois, c'était une nécessité, tu vois. C'est ce que je te disais. Ça avait vraiment été quelque chose d'absolument nécessaire, parce que souffrir en silence, je pouvais pas. Ou je pouvais plus. Tu pouvais plus parce que tu l'as fait. Parce que je l'avais fait. Voilà. Je pouvais plus. Et puis, comme plusieurs fois quand même dans ma carrière, il y avait aussi ce côté d'ego, de dire, parce que j'avais entendu un de mes supérieurs hiérarchiques le dire au sujet d'une femme qui était partie pendant longtemps, puis qui était revenue, et puis qui était repartie longtemps et qui était revenue. Donc on suspectait bien, si tu veux, qu'elle était malade, dire qu'elle était fragile. Et ça, j'avais trouvé ça odieux. Ouais, le mot t'avait transpercé, quoi. M'avait vraiment transpercé, et je m'étais dit non. Je ne suis pas fragile, je vis un moment de vulnérabilité, ça c'est évident, et je suis vulnérable, ça c'est évident, parce qu'on me dit des choses, ça me blesse, voilà. Mais je ne suis pas fragile. Et donc je l'ai dit. Tu vas me dire non, c'est pas ça la maladie, c'est pas voilà, parce qu'on est fragile, ça nous tombe dessus, c'est un coup de bambou. J'étais jamais malade moi avant. Donc je l'ai dit,
Je l'ai dit très tôt et je l'ai dit à ma hiérarchie, je l'ai dit à mes collègues, je l'ai dit à mon équipe, je l'ai dit à mes clients et ça se faisait très peu. Oui, c'est quand même, ça se fait encore peu. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des choses en entreprise, on n'en entend pas parler, on ne sait pas. Exactement. Ouais. D'où aussi mon combat en fait pour libérer la parole sur ces sujets, parce que souffrir en silence c'est tellement dur et encore une fois voilà c'est l'importance en fait d'être et de se sentir soutenu et du soutien. Oui, j'ai eu beaucoup de soutien, surtout de personnes qui avaient vécu la maladie ou un décès, donc qui eux avaient vécu la maladie ou qui avaient vu des proches traverser un deuil, traverser la maladie, tu vois, de proches, donc traverser voilà des événements en fait assez marquants qui les avaient sensibilisés, tu vois, sur ces sujets et qui aussi savaient comment réagir. Oui. Et donc notamment en fait, il y avait un moment très très beau où un de mes collègues dont à l'époque j'étais pas si proche, qui m'a pris dans ses bras. Ça, c'était merveilleux. Ouais, c'est vrai, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je m'y attendais absolument pas. Et ensuite, après, on est devenu proche. Enfin, tu vois, ça a créé un lien très fort. Sûr. Et en même temps, il y a eu beaucoup de soutien et puis aussi beaucoup d'incompréhension. Ça c'est évident parce que comme ça ne se disait pas, il y a beaucoup de gêne. Oui, c'est vrai. Moi, j'en parlais peut-être pas bien non plus. Mais les gens en fait, et ça c'est quelque chose que je ne juge pas, en tout cas que j'ai appris à pas juger très rapidement, parce que beaucoup, je voyais en fait, étaient extrêmement gênés. Beaucoup de gens ne savaient pas du tout comment réagir, et du coup soit étaient extrêmement maladroits ou fuyaient. J'ai eu beaucoup de gens en fait comme ça que j'ai arrêté de voir, parce que face à la maladie qui nous renvoie à la mort, on a tous un rapport très personnel et très différent les uns des autres. Et en fait, ça parle de soi. En fait, les sujets sont tellement tabous qu'on nous en parle jamais, que donc, quand il y a quelqu'un qui nous annonce un cancer, un deuil, on se retrouve vraiment, qu'est-ce que je lui dis? Enfin, voilà. Et plus on en parle, et plus on ose dire les choses, et plus on est fluide vis-à-vis de ça, quoi. Enfin, oui. Je pense que. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est important, quand même. Oui. C'est important, et c'est pour ça que. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est important. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, aussi dans mon activité professionnelle, tu vois, c'est des choses aussi sur lesquelles je forme. Est-ce que tu peux nous dire justement ton activité professionnelle en quelques mots, comment tu accompagnes, etc. sur ces sujets-là? Oui, en quelques mots. Donc là, j'ai complètement changé d'activité suite au cancer, et donc j'ai repris des études en école de commerce de manière à m'aider à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc là, j'ai créé il y a 1 an et demi un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle People Mind et qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises autour de sujets de santé mentale de manière générale ou de prévention des risques psychosociaux. Donc cette épreuve, elle a modifié tes priorités, ta manière de voir la vie, j'imagine le travail, peut-être même la maternité. Ça m'a transformée. Et du coup, j'ai complètement changé ma vie depuis. Okay. Le travail avait une place, c'est ce qu'on a vu, c'est un peu le fil rouge, hein, avait une place beaucoup trop importante, tu vois, dans ma vie. Donc j'ai remis, on va dire, les priorités au bon endroit. Okay. Donc avec ma famille avant mon travail. Donc ça c'était une bonne chose, parce que c'était pas soutenable non plus, compte tenu, j'avais cette ambition, mais en même temps j'assumais pas. Donc tu vois, il y avait quelque chose un moment d'ambivalent. Voilà, il y avait quelque chose de très ambivalent, et donc ça c'est pas soutenable en fait à terme. Et donc maintenant je suis complètement sortie de ça. Donc comme je disais en fait, maintenant voilà, j'ai ce cabinet, et puis maintenant aussi je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. Et du temps de qualité, et je suis là pour eux, et en plus c'est des âges que j'adore, j'ai des enfants ados. Ouais. C'est des âges qui sont partagez beaucoup, quoi. Voilà, qui sont absolument passionnants. Et maintenant, je fais aussi pas mal de bénévolat. J'ai beaucoup d'engagement.
en lien avec vraiment 2 sujets qui m'animent énormément, c'est la santé de manière globale, donc physique, mentale bien évidemment, et puis sociale et la planète, voilà, donc essentiel. Vraiment, voilà, et l'éducation. Ça, c'est vraiment mes deux piliers. Quand on a préparé cet échange, tu m'as dit, j'ai trouvé ça très très beau, très intéressant. Tu m'as dit, quand on est mère, il faut accepter d'être imparfaite. Qu'est-ce que cette phrase signifie pour toi aujourd'hui ? Et justement, pour revenir un peu là-dessus, comment la maladie t'a permis de changer ton regard sur toi-même, peut-être d'être plus bienveillante, plus indulgente? Oui, c'est vrai que la maladie change beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, m'a beaucoup transformée. Mais comme j'imagine, enfin, c'est pas que j'imagine, je sais. Enfin, tu vois, tous les grands événements de la vie, décès de proches, tu vois, séparation et maternité. Tu vois, parce qu'on se découvre en tant que mère, beaucoup transformé, un regard sur moi qui est plus bienveillant déjà sur moi, exigeant toujours mais pas intransigeant, et donc un regard aussi sur les autres, moins et avec peut-être moins aussi, tu vois, de carcan dans ma tête sur quand on est majeur, il faut faire comme ci, quand on est mère, en fait, il faut faire comme ça. Oui, les petites cases à cocher, tout ça, quoi. Ouais, les petites cases à cocher, tu vois, dans lesquelles elle s'enferme. Donc la maladie, en fait, je sais, ça a pas changé la vision que j'ai de la maternité, en tout cas mon approche, oui, beaucoup, parce que le contrôle, j'y reviens. J'avais cette ambition, en fait, très forte. Et puis cette volonté d'être parfaite surtout. Mais cette volonté, c'était pas, je me le conscientisais pas comme ça, mais en fait, donc j'essayais d'être là avec la carrière, d'avoir tout, la carrière, mère parfaite, et puis femme, enfin épouse parfaite, etc., de cocher toutes les cases. Je voyais bien que je pouvais pas cocher toutes les cases parce que mes enfants, je les voyais pas beaucoup, donc voilà. Et donc ça crée en fait beaucoup d'ambivalence, en fait. C'est ce qu'on disait. Donc là maintenant, j'essaye beaucoup plus de lâcher prise. Mais sur le côté mère imparfaite ou femme imparfaite, pour revenir en fait à ta question, oui, c'est ça. C'est non, il faut pas chercher la perfection. Il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas essayer de cocher toutes les cases. C'est tout à fait ok. On peut pas être parfait. Et puis aussi en tant que mère, être imparfait, c'est normal. C'est juste une normalité. Mais c'est vraiment mon message en fait pour les femmes et les hommes. Assumez et acceptez d'être imparfait. Faites de votre mieux, c'est déjà très bien. Et pour vos enfants, ne leur apprenez pas, et surtout vos filles, ne leur apprenez pas à être parfaits, mais à être courageux, empathiques, à oser, à tenter. Voilà, toutes ces choses-là. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup Solveig, déjà pour ton témoignage, pour aussi People Mind, qui accompagne les entreprises sur vraiment beaucoup de sujets assez clés dont on a parlé aujourd'hui justement. Merci. Et moi je vous dis que si cet épisode vous a touché, pensez bien à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles. C'est précieux pour faire connaître le podcast. Je vous remercie. À très vite. Merci beaucoup Octavia. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte. Alors, c'est la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors, c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!